Moi, je prône la santé intégrative. C'est la santé intégrative, pour définir, c'est un peu comme on vient intégrer sur l'allopathie, donc notre médecine conventionnelle, tous les soins autres que l'allopathie et qui peuvent aller dans le sens du patient. Jamais on ne lèvera, et j'insiste dessus, au comptoir ou au cabinet, quand vous allez voir des professionnels de santé ou des naturopathes, des professionnels du bien-être, jamais on ne doit lever une prescription médicale. Il n'y a que le médecin qui agit dessus. Et si quelqu'un vous dit non mais ça on peut l'enlever et remplacer, substituer par une plante, une huile essentielle, c'est plutôt à fuir ce type de discours, d'accord ? On ne fait pas n'importe quoi et le médecin reste le phare. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Soins, le podcast d'Aromazone. Ici on explore toutes les façons de prendre soin de soi, il y en a beaucoup, mais surtout de prendre soin de sa peau, en donnant la parole à des femmes expertes et passionnées, vous allez voir. Dermatologues, pharmaciennes, naturopathes, médecins et même philosophes, toutes partagent une vision globale, engagée et éclairée du soin. Je suis Marine L'Orphelin, médecin généraliste et autrice du livre En pleine forme, avec plein de petits conseils pour prendre soin de votre santé physique et mentale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée qui a placé les plantes et leurs bienfaits au cœur de sa pratique, Caroline Gaillet. Bonjour Marine. Bonjour. Alors Caroline, tu es diététicienne nutritionniste et phyto-aromathérapeute. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Elle exerce son métier de 1000 manières, mais toujours avec le même fil rouge, transmettre et conseiller, pour aider chacun à prendre soin de soi grâce aux plantes. C'est ça. J'ai tout dit. Tu as tout dit. Presque. Alors Caroline, pour commencer, j'aimerais que tu nous racontes ton parcours, parce que moi, ce qui m'étonne, c'est comment finalement tu es passée du statut de diététicienne nutritionniste à celui de phytothérapeute experte. C'est pas vraiment commun. Non, en fait, si tu veux, c'est que dans mes études Donc moi, avant de faire mes études de diététique, j'ai fait des études de médecine. Après, j'ai fait de la psycho. Je suis arrivée en diététique. Et c'est comme ça que dans ma deuxième année de BTS diététique, on avait un stage de 4 semaines optionnel à faire quelque part. Je décide de le faire à l'herboristerie du Palais Royal à Paris. Donc j'arrive dans ce milieu complètement parachuté. Je n'y connais rien. Néophyte total. Et ce stage, je dis toujours que c'est la révélation avec un grand R que j'ai eu dans ma vie. Parce que j'ai vu l'étendue du champ des possibles et que je m'attendais bêtement au stéréotype de la petite mamie qui vient acheter son tilleul. Et je dis ça avec beaucoup de gentillesse. Et en fait, j'ai vu qu'on avait tout le monde. On a les nourrissons avec les coliques du nourrisson jusqu'au grand âge qui est bourré d'arthrose et qui perd la mémoire. En passant par le catsup qui est insomniaque, hyper stressé, l'ado acnéique, la jeune fille qui a des règles douloureuses. Enfin, on a toutes les populations. On a des riches, on a des pauvres, on avait tout. Et moi, je suis avec des collègues qui ont 30 ans de maison et en fait, elles ont une solution, pas forcément toujours pour guérir, mais pour soutenir, pour tout. Il n'y a rien en phyto où on n'a pas une solution à te proposer pour atténuer un symptôme, soulager des troubles, voire parfois guérir sur tout ce qui est un peu bobologie. Alors justement, je t'ai présenté comme phyto-aromathérapeute et on comprend du coup que tu gères aussi 2 herboristeries. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre finalement le sens de ces mots? Quelles sont en fait leurs définitions pour vraiment qu'on parle tous de la même chose? Oui. Alors tout simplement, phytothérapie, donc phyto les plantes, thérapie le soin. Donc c'est se soigner par les plantes, donc que ce soit via une tisane, une teinture mère, des gélules, des poudres, des ampoules. Aujourd'hui, on a plein de formes galéniques pour utiliser les plantes. Et herboristerie, tu as 2 champs de l'herboristerie en France. Tu as l'herboristerie paysanne, où là, toi, tu vas aller cultiver des plantes dans un champ et du coup, savoir les reconnaître, savoir les récolter et potentiellement les transformer en huile, macérat huileux, les distiller, en faire une huile essentielle ou les réduire, enfin en faire des teintures mères. Voilà, donc ça, c'est l'herboristerie paysanne. Et après, tu as l'herboristerie d'officine, ce que moi, je fais. Okay. C'est-à-dire que là, c'est une boutique un peu, entre guillemets, comme une pharmacie, sauf qu'au lieu de vendre des médicaments, on vend des plantes. Une herboristerie, aujourd'hui, c'est quand même un peu plus large que les plantes. Aujourd'hui, on vend aussi tout ce qui est micronutrition. On va vendre des probiotiques, de la vitamine D, du fer, du sélénium, des actifs comme ça. On va vendre des champignons médicinaux, du reishi, etc. On va vendre des produits de gémothérapie. On va vendre des hydrolats, des huiles essentielles. Donc, en herboristerie, il y a de la phyto, plus tout le reste. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend soin des gens, on essaye d'aller grappiller un petit peu partout. Et comme en plus tout se valide par la science aujourd'hui, on a tout un arsenal qu'on vend et qu'on conseille
et j'insiste sur le mot conseil, dans une herboristerie. Donc l'herboristerie, si tu veux, c'est un peu la boutique. Et la phytothérapie, c'est la discipline. Vraiment dédiée aux plantes. Voilà. Et l'aromathérapie, aroma, c'est les huiles essentielles. Donc c'est le soin par les huiles essentielles et leurs petits dérivés, les hydrolats, qui sont l'eau qu'on récupère lorsqu'on fait la distillation d'une huile essentielle. C'est très clair, merci. Alors, toi, tu te définis comme une phytothérapeute moderne. Phytothérapeute moderne, c'est parce que aujourd'hui, quand tu parles de phyto, quand tu parles des plantes, tu as encore cette vieille image des vieux remèdes de grand-mère, tu vois. Et du grimoire, des fois on me dit, t'es un peu la sorcière des temps modernes. Ouais, c'est ça, tu prépares ta petite potion voilà. À l'arrière-boutique. Et c'est un peu une image désuète et c'est dommage parce que comme toute discipline, aujourd'hui tu as la science qui a fait évoluer les choses. Déjà dans les formes galéniques, je le disais tout à l'heure, mais on a toutes les formes galéniques aujourd'hui. Traditionnellement, la phytothérapie, c'était des tisanes et des extraits hydroalcooliques, des teintures mères. Et puis après, tu as d'autres disciplines. L'aromathérapie, c'est plus récent. La gémothérapie, l'utilisation des plantes à l'état de tissu embryonnaire. Non, ça c'est... pas des pierres. Alors, tu vois, je suis tombée dans le piège. Ouais. Gémeaux, oui, parce que les gemmes, c'est les pierres, mais c'est plutôt la lithothérapie. Ah oui. Le soin par les pierres. Et la gémothérapie, c'est de la phytoembryothérapie. En gros, c'est l'utilisation des plantes quand elles sont bébés plantes. En fait, c'est du tissu embryonnaire de plantes qui a un potentiel thérapeutique souvent bien plus fort que la plante une fois adulte. Ça, en général, c'est des flacons en petites gouttes qui sont soit avec, soit sans alcool, qui se développent beaucoup, que nous, on utilise énormément. Et en fait, aujourd'hui, tu as la science, c'est pour ça que c'est moderne, tu as la science qui valide en fait tout cet usage empirique et multimillénaire de la phytothérapie. C'est une vraie pratique, c'est un métier. J'insiste sur ça. Tout le monde ne peut pas se dire vas-y, je suis phytothérapeute, je suis aromathérapeute. Non. Les plantes, oui, c'est naturel. Tout comme les huiles essentielles, oui, c'est naturel. Mais c'est actif. Donc, ça doit être manié avec précaution. Il y a des usages qu'on peut faire et il y a des mésusages à ne pas faire. D'où l'importance du conseil, que ce soit avec un thérapeute en consultation ou au comptoir de boutiques dédiées où vous avez des vraies personnes formées. Tu parles de principes actifs, on l'a entendu plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de principes actifs et de la manière dont ils fonctionnent sur l'organisme ? Les principes actifs, on sait les isoler. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu essayes de faire un médicament et que tu vas isoler une molécule, je te donne par exemple l'exemple de l'aspirine pour que ce soit simple. L'aspirine, ça vient d'une plante Spirea ulmaria, qui a donné son nom aspirine. C'est la reine des prés et tu en as aussi dans l'écorce de saule. Donc dans ces plantes-là, tu as des molécules comme la salicine et l'acide salicique qui sont des plantes contre la fièvre et contre les douleurs. Ce sont des antalgiques. Et donc, l'industrie pharmaceutique, eh bien, elle t'a acétylé cette molécule. Et donc, l'acide acétylsalicylique, c'est la molécule aujourd'hui de l'aspirine. Le souci de l'aspirine, c'est qu'il est dommageable pour la muqueuse de ton estomac. Quand tu prends des infusions de reine des prés ou de saule, tu n'as pas cet effet secondaire-là. Parce qu'en fait, tu bénéficies du totum de la plante, c'est-à-dire que tu vas avoir les molécules qui vont jouer sur ta fièvre et ta douleur, mais tu vas avoir à côté tout un tas d'autres molécules. Dans une plante, tu as facile 50 à 200 molécules dans une plante. Et en fait, c'est cette richesse-là et ce totum qui fait que tu vas avoir souvent moins d'effets secondaires à consommer une plante dans son entièreté, avec son totum, qu'un principe actif isolé. Or, en médecine et en pharmacie, on travaille souvent qu'avec des principes actifs isolés. Quand tu regardes un médicament, la molécule active, souvent, il n'y en a qu'une. Et puis à côté, tu vas avoir les excipients. Mais c'est aussi pour ça que souvent, tu peux avoir des effets secondaires inhérents à ça. Oui, on comprend bien ce que tu expliques autour de l'intérêt de consommer la plante globale avec ce totum. J'aime bien ce mot. C'est la première fois que je l'entends. Moi, j'ai tendance à conseiller aux patients de parler librement de leur usage de compléments alimentaires, de phytothérapie, d'essayer d'ouvrir la parole sur ces sujets-là pour avoir justement une vue d'ensemble de leur consommation, on va dire, de produits d'une manière large. Comment toi, du coup, tu conseilles vraiment les patients pour justement bien utiliser les plantes en soutien pour des gens qui, par exemple, prendraient des traitements aussi à côté. Il faut avoir la connaissance. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut avoir un minimum de connaissances en pharmacologie, parce que nous, on sait les plantes qui vont interagir, par exemple, avec le fameux cytochrome P450 ou le CYP3A4, qui sont des voies de métabolisation au niveau du foie de nombreux médicaments. Mais en fait, ça, quand tu es formé, tu les connais. Après, moi, je suis très formée sur mes classes de médicaments parce que je les ai énormément potassés, que j'ai une culture médicale de base qui est assez forte et que j'enrichis tout le temps. Parce qu'on se doit, en fait,
que ce soit au comptoir ou que ce soit au cabinet, de demander aux patients est-ce que vous prenez déjà des médicaments ? Et il y a des classes de médicaments avec lesquelles les plantes interfèrent énormément. Je pense aux anticoagulants, par exemple. Je pense aux antidépresseurs. Et malheureusement, on a énormément de Français qui prennent ces médicaments-là. Et donc, en fonction de ça, nous, on va ajuster notre prescription, notre conseil pour faire en sorte que ça serve le patient et que ça ne le desserve pas. C'est vrai qu'on doit de le rappeler, toujours demander conseil auprès de son médecin ou de son pharmacien. Si on veut consommer telle ou telle plante, tel complément alimentaire, c'est hyper important de libérer la parole sur le sujet. Il n'y a pas honte à avoir de vouloir se soigner par d'autres moyens. Mais ce qui est important, c'est de travailler intelligemment tous ensemble dans le bénéfice du patient. C'est ça, moi je prône la santé intégrative, pour définir, c'est un peu comme on vient intégrer sur l'allopathie, donc notre médecine conventionnelle, tous les soins autres que l'allopathie et qui peuvent aller dans le sens du patient. Mais effectivement, parfois ça interfère et donc toujours un professionnel de santé formé, que ce soit votre pharmacien ou votre médecin, allez vous y référer pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Alors, il y a des thématiques ou des problématiques, on va dire, de santé où classiquement les patients peuvent se tourner vers des solutions grâce aux plantes. Je pense par exemple au stress, aux troubles du sommeil ou encore tout ce qui est troubles intestinaux, troubles digestifs. Est-ce que tu as quelques conseils à nous partager sur ces thématiques-là qu'on pourrait améliorer grâce aux plantes ? Oui, alors typiquement c'est le top 3 du comptoir, je ne te cache pas. Alors avant même la phyto, moi, donc là c'est la diète qui parle, mais la micronutrition est toujours la base. C'est-à-dire que si tu as des carences micronutritionnelles, si tu es assise micronutritionnelle, tu es sur des carences, tu auras beau donner toutes les plantes que tu veux, en fait tu chroniciseras. Nous on évite absolument de chroniciser, on traite la cause. C'est la différence avec l'allopathie qui en général traite les conséquences et les symptômes. Nous en phyto on essaie toujours de traiter la cause. Et donc souvent tu as la carence en magnésium, que ce soit sur les problématiques de sommeil ou les problématiques de stress, la première des choses à faire, c'est vraiment de supplémenter en magnésium. Et après, on peut aller vers une classe de plantes qu'on appelle les plantes adaptogènes. Une adaptogène, dans le stress, en fait, c'est une plante qui va aider ton organisme à s'adapter au stress qu'il vit. Que ce soit le stress professionnel, le stress familial du quotidien, mais que ce soit aussi les stress climatiques. Quand tu tapes une canicule ou quand il fait archi froid dehors, c'est un stress climatique que vit ton corps. Quand tu es en dette de sommeil, quand tu as une maladie chronique, ça stresse le corps. Et quand tu es sous plante adaptogène, donc dans les adaptogènes, tu en as des très connus, le ginseng, mais tu as aussi l'ashwagandha, l'éleutérocoque, la rhodiola, la maca. Tout ça, ce sont des plantes qui sont hyper intéressantes pour t'aider quand tu es stressé, et notamment l'ashwagandha, quand tu es stressé et que tu dors pas bien. C'est la plante qu'il te faut. Ashwagandha, c'est la plante qui veut dire fort comme un cheval en sanskrit. Dans cette idée de la vitalité, de la vigueur, de la fougue du cheval. Donc c'est un tonique physique, intellectuel, immunitaire. Ça soutient tes surrénales, ça soutient ta thyroïde. Et le soir, son petit nom latin, c'est Witania somnifera, comme somnifère. Et le soir, ça va t'aider à débrancher un peu le cerveau, à avoir un effet de relâche musculaire qui permettra de bien dormir. Et donc, c'est une régulatrice de ton rythme circadien. Tu en prends à la fois le matin et à la fois le soir. Et donc, ashwagandha plus magnésium, typiquement que ce soit au cabinet ou au comptoir, c'est un duo qu'on préconise très souvent dans ces troubles du stress et du sommeil qui sont souvent concomitants. Sur les troubles digestifs, tu as des plantes bien connues ou une infusion bêtement de menthe poivrée, mélisse, c'est la seule que je connaissais fenouil. Comme ça. Voilà, mais c'est une basique. Et en fait, qui vont t'aider à améliorer ta vidange gastrique. Donc, quand tu as la sensation que ton repas de ce midi à 20h, il est toujours dans ton estomac, que tu ne vidanges pas, c'est des plantes qui vont améliorer ta vidange gastrique, qui vont avoir aussi une action antispasmodique, anti-reflux, si tu es sujet à des petits reflux gastro-œsophagiens. Ça va être des plantes qui vont aider au niveau hépatique. La menthe, elle soutient le foie, l'action biliaire. Et puis après, au niveau intestinal, c'est des plantes qui sont anti-ballonnement, anti-fermentaire, notamment le fenouil, et qui vont avoir une action antispasmodique, qui vont éviter tous les petits désagréments à type de spasme que tu pourrais avoir, soit parce que la digestion ne se fait pas bien, soit parce que ton axe intestin-cerveau, parce que tu es stressé, contrarié, ça retentit sur ton ventre. La mélisse, tu vois, c'est une grande plante qui harmonise cet axe-là et qui va permettre de t'apaiser dans ta tête et de t'apaiser dans ton ventre. Donc ça, tu peux le boire en infusion. Tu peux aussi avoir recours à l'hydrolat de
menthe, l'hydrolat de mélisse, ça existe, une petite cuillère à café dans un verre d'eau. Tu bois ça le midi, le soir après le repas, tu digères tout de suite mieux. Donc on est d'accord que finalement, on peut trouver plein de solutions différentes dans la phyto-aromathérapie, herboristerie, mais qu'il faut toujours garder en tête que si des symptômes qui se chronicisent ou qui augmentent en intensité nécessitent absolument de consulter un médecin parce que là on parle de petits tracas du quotidien, mais parfois on peut amener à diagnostiquer quelque chose d'un peu plus grave derrière. Donc voilà. Se dire c'est un soutien, ça peut solutionner des petits tracas du quotidien, mais garder en tête que des symptômes qui se chronicisent ou qui s'accentuent nécessitent d'aller consulter. C'est ça. Nous, en fait, on est très bien sur la petite bobologie et la première intention des choses pas graves. Quand évidemment, il y a une survenue de fièvre, quand ça monte en intensité, que ça se chronicise, toujours on consulte. Et nous, idéalement, surtout au comptoir, on travaille sur diagnostic. Donc, ça veut dire qu'au préalable, tu as été voir un médecin qui, lui, a posé un diagnostic, qui a potentiellement mis en place un traitement médical. Et nous, on fait en plus. Donc, même sur des troubles plus sérieux, je pense, par exemple, à de l'hypertension artérielle, où ton patient, il va déjà être sous bêta-bloquant, sous IEC ou autre, voilà. IEC, mais qui vient et qui, malgré tout, a une tension qui reste élevée et qui dirait, je prends déjà 2, voire 3 médicaments pour mon hypertension, ça va, mais je suis toujours à mon petit 15-9, j'arrive pas à baisser. Est-ce qu'il y a une plante en complément ? Nous, on peut venir aider, mais jamais on ne lèvera, et j'insiste dessus, au comptoir ou au cabinet, quand vous allez voir des professionnels de santé ou des naturopathes, des professionnels du bien-être, jamais on ne doit lever une prescription médicale. Il n'y a que le médecin qui agit dessus. Merci de le rappeler. Et si quelqu'un vous dit « non, mais ça, on peut l'enlever et remplacer, substituer par une plante, une huile essentielle », c'est plutôt à fuir ce type de discours, d'accord ? On ne fait pas n'importe quoi et le médecin reste le phare. Très important de le rappeler, alors merci. Ouais. Pour revenir à notre sujet principal de ce podcast, qui est la peau, dans le livre Soins, publié par Aromazone, tu partages ton expérience autour de 12 extraits de plantes et leurs usages pour solutionner différentes problématiques de peau. Alors, puisque là, on ne peut pas énumérer ces 12 plantes. Si on devait en retenir que quelques-unes pour avoir une belle peau, lesquelles seraient-elles ? Un basique, pas cher, qu'on trouve facilement, gel d'aloe vera. Ça va sur toutes les peaux. Une peau de bébé, une peau d'ado, une peau mature, une peau de notre âge. C'est très bien, c'est un hydratant. Ouais. C'est hydratant. Ça coupe le feu du rasoir chez nos chéris qui se rasent la barbe, etc. Ou même nous après l'épilation. C'est tenseur, c'est rafraîchissant aussi l'été quand il fait chaud, quand tu t'es pris un coup de soleil, ouais. Voilà, après une brûlure. C'est un touche-à-tout. Tu peux le mettre aussi sur tes longueurs de cheveux quand ils sont secs. Et tu n'as pas de risque, même sur des peaux atopiques, sur de l'eczéma, sur du psoriasis, sur ces choses-là, même si ce ne sera clairement pas suffisant. Mais tu auras un effet apaisant qui sera toujours là. Tu peux l'utiliser à volonté. Il n'y a pas de surdosage. Tu ne peux pas faire de boulettes, d'erreurs. Il n'y a pas de risque. Donc, gel d'aloe vera, valeur sûre, allez-y, tranquille, chez tout le monde. La femme enceinte, aucun problème. Et ça va sur toutes les zones du corps. Alors, est-ce que tu aurais d'autres exemples ? Quand on veut un petit peu l'effet bonne mine, l'huile de noyau d'abricot, c'est un peu une basique. Elle est assouplissante de la peau. Elle va te faire un peu comme une huile d'amande douce. C'est une basique, mais avec un petit effet bonne mine qui est toujours bien. Ou l'huile de carotte, tu vois, pour l'effet bonne mine quand on est un peu blanchotte. En saison automne-hiver, on va rentrer dans l'hiver, oui. Voilà, ça c'est pas mal. Et puis après, sur tout ce qui va être... citons l'anti-âge tout de même, ou les petites cicatrices, les petites taches, tu as l'huile de rose musquée, la rose musquée du Chili, qui est une huile très antioxydante, qui est très rose, plutôt orangée, donc elle est assez colorée, donc si tu en mets sur ton visage et qu'ensuite tu enfiles ton t-shirt blanc, ça tâche, mais c'est l'huile des stries de la peau, tout ce qui est rides, cicatrices, vergetures. Tu vois, c'est ce qu'on met sur le ventre des femmes enceintes à partir du 4e mois de grossesse. C'est une huile végétale, donc il n'y a pas de contre-indication et qui va éviter à la peau de trop tirailler, de craquer, de faire des vergetures. C'est ce que tu vas mettre aussi après sur une cicatrice, une fois que la cicatrisation est faite et que tu peux masser. Et puis pour atténuer les premiers signes de l'âge, les ridules, les rides, c'est une huile qui est très intéressante à utiliser. Génial, merci pour toutes ces petites astuces. Les soins formulés à base de plantes se composent souvent d'une huile végétale, une base, et d'huile essentielle. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, comment ça marche, le rôle de chacun ?
Alors, en fait, une huile essentielle, souvent on dit que c'est la quintessence d'une plante. C'est très puissant, donc on utilise très peu de gouttes, ça suffit. Mais tu as une tolérance cutanée qui n'est pas toujours optimale. Donc souvent, vas te servir d'un solvant, de quelque chose qui va te permettre de diluer ça pour à la fois augmenter ta surface de massage. Tu vois, si tu veux masser tout ton visage ou je sais pas, tu t'es fait mal à la cuisse, tu veux masser toute ta cuisse, tu vas pas utiliser 15 gouttes d'huile essentielle. Tu vas pouvoir en mettre que 2, mais tu vas diluer ça dans une cuillère à soupe, par exemple, d'huile végétale, d'arnica ou autre. Donc en fait, l'huile végétale de base, elle a intrinsèquement une action thérapeutique qui va être plus ou moins assouplissante de la peau, lipidante, anti-âge, etc., selon celle que tu vas utiliser. Et l'huile essentielle, en fait, elle va renforcer l'action thérapeutique de cette huile végétale. Donc souvent, effectivement, tu as ce petit mix. Donc dans les synergies très connues, synergie anti-inflammatoire contre les douleurs, par exemple, tu te fais mal, mettre 2 petites gouttes d'huile essentielle de Golteri ou d'huile essentielle d'eucalyptus citronné dans une cuillère à soupe d'huile d'arnica, tout le monde connaît l'arnica, et ça va permettre de soulager tout ce qui est bleu, cou, bosse, ecchymose, hématome, voilà. Et pareil, après, pour des soins anti-âge, tu peux te faire ta petite huile de soin avec, dans ton huile d'argan, qui est de base une huile anti-âge, te rajouter une petite goutte d'huile essentielle de géranium rosa, qui est une huile anticollagénase, donc qui va préserver le collagène de ton visage, limiter les signes de l'âge. Ça m'intéresse. N'est-ce pas? Écoute ma petite routine de soir tout à l'heure. Donc voilà, donc souvent elles sont complémentaires et on déconseille très fortement l'usage d'une huile essentielle pure sur la peau, sauf exception chez des publics particuliers où on pourrait l'envisager. Mais sinon, c'est effectivement toujours l'huile essentielle à diluer dans une huile végétale. Tu l'as mentionné plusieurs fois, mais je voudrais vraiment qu'on rentre dans le détail des précautions d'usage des huiles essentielles qui, on l'a compris, peuvent solutionner, peuvent faire des miracles, mais attention, qui sont quand même risquées. Oui, pour là, ce qui nous intéresse, le soin cosmétique, on veillera à l'histoire de la dilution. En général, tu n'utilises jamais les huiles essentielles pures sur la peau, toutes, même s'il y a quelques rares exceptions qu'on ne détaillera pas ici. Mais après, sur des huiles essentielles qui sont très dermocaustiques, je pense à la cannelle, au thym, ça, toujours, on veillera à les diluer dans une huile végétale et dans des toutes petites concentrations, c'est-à-dire autour de 0,5 voire 1%. Donc c'est déjà important de bien doser, utiliser à la bonne dose. C'est ça. Alors que sur d'autres huiles essentielles, on peut être plus large, comme le lavanda, on peut aller sur 20%, il n'y a pas de souci. On fera attention aussi aux muqueuses. On ne met jamais d'huile essentielle dans les yeux. On ne met jamais d'huile essentielle pure en bouche. On peut avaler certaines huiles essentielles, on peut les ingérer. L'amande poivrée sur le sucre ? Oui, mais le sucre, c'est un support, effectivement, qui est toléré. C'est pas le meilleur parce que ça reste du sucre, mais c'est celui qui dépanne parce qu'au café du coin, on peut en prendre un. Idéalement, on utilise soit la cuillère à café de miel, la cuillère à café d'huile. Ça peut être la boulette de mie de pain. On enferme la goutte dans une boulette de mie de pain qu'on va avaler. Et ça peut être le comprimé neutre, donc des comprimés qui servent à rien, juste ils sont poreux, ils vont capter ton huile essentielle et te permettre de l'avaler. Donc ça, c'est les supports pour les avaler. Donc on se lave bien les mains, tu l'as mentionné, on se lave bien les mains quand on a utilisé par exemple un soin à base d'huiles essentielles. Ah oui, toujours bien se laver les mains pour parce que si on se frotte les yeux. Voilà, ou qu'on met les mains à la bouche après. Faire attention aussi aux muqueuses génitales. Je pense à toutes les personnes qui mettent de l'huile essentielle dans leur bain pur sans avoir utilisé une base pour bain, un produit pour diluer et dissoudre cette huile essentielle dans l'entièreté du bain. Quand on rentre dans le bain, les muqueuses n'apprécient pas. Donc ça, c'est vraiment des précautions de base. Et après, pour les peaux très sensibles, je pense à la peau des bébés, je pense aux personnes qui souffrent de peau atopique, eczéma, psoriasis, et les femmes enceintes et allaitantes. On fait très attention sur ces peaux-là et ces publics-là à ne pas utiliser d'huile essentielle ou alors vraiment que celles qui vont être autorisées, et donc celles qu'on vous aura conseillées par un professionnel formé et qui seront diluées dans une huile végétale dans les concentrations qui sont les plus propices. Nous arrivons bientôt à la fin de ce podcast. Mais du coup, avant de conclure, je voudrais te proposer un petit défi express. Je te cite une problématique de peau et tu me donnes ton conseil plante. Ok. Sans trop réfléchir, ce qui te paraît efficace. Peau à tendance acnéique. Jojoba. Ah, j'adore. L'huile de jojoba, j'adore aussi. J'utilise pas tellement, moi, tout ce qui est phyto, parce que j'ai pas les connaissances, en fait, finalement. Je m'intéresse de plus en plus, mais l'huile de jojoba sur ma peau un peu acnéique, magnifique. En fait, c'est une cire à la base et c'est un grand séborégulateur. Donc, ça a une analogie avec ton sébum et du coup, ça va la réguler. Et sur les tendances acnéiques, tu as une peau un peu grasse et la cire de jojoba, c'est l'idéal. Sinon, il y a la noisette aussi qui peut être pas mal. Super. Les premiers signes de l'âge.
Même si on aime bien vieillir et on accepte aujourd'hui le fait de vieillir. Argan, huile d'argan, on peut citer rose musquée aussi. Peau à tendance atopique, justement, donc réactive, sensible. Souci, on l'appelle aussi calendula, sous son nom latin. Ah, souci, oui. c'est le nom français. Mais huile de souci est très bien. Avec le souci, il n'y a pas de souci. Donc peau atopique, eczéma, psoriasis, tout ça, on peut y aller, souci. Facile à retenir. Des taches pigmentaires. Là, après l'été, effectivement, beaucoup de personnes ont des petites taches pigmentaires. Argan à nouveau, c'est une anti-tache. Et sinon, lys, l'huile de lys blanc est très anti-tache pigmentaire. La rose musquée dont je parlais pour l'anti-âge est aussi anti-tache. Super. Pour avoir bonne mine toute l'année. Alors, noyau d'abricot, pépins de tomate, formidable. Voilà, en plus, tu as des antioxydants, donc ça donne bonne mine. Et ça a une petite action anti-âge, tu as les lycopènes dedans, c'est toujours bien, et les caroténoïdes. Trop bien. Et enfin, si on a une petite cicatrice et qu'on veut essayer d'accélérer la cicatrisation. Et à nouveau, souci et rose musquée, le combo des deux. Elles reviennent souvent, hein, donc on sent quand même qu'il y a un peu des plantes au top, si on devait les classer. Voilà, mais souci, elle est très résolutive, en fait, elle va aider sur la cicatrisation en tant que telle. Et la rose musquée, elle est très antioxydante et elle va lisser ta cicatrice, elle va vraiment éviter qu'elle ne soit trop visible. Mmh. Et puis quand tu masses aussi, tu limites tout le phénomène d'adhérence cicatricielle que tu as sous la peau, parce que parfois tu peux avoir une très jolie cicatrice, que ce soit une cicatrice de césarienne, d'opération de prothèse de hanche, de n'importe où, mais en fait en dessous tu as des adhérences. Et quand tu masses avec des huiles végétales, tu limites ce phénomène-là. Tu peux le coupler en partenariat avec, dans une idée santé intégrative, avec ton kiné. Tu as des techniques en kinésithérapie qui lissent ça. Et quand tu associes de l'huile de calendula et de l'huile de rose musquée, tu majores l'effet. Voilà, donc utiliser les bonnes plantes avec une technique de massage complémentaire. Et adieu les petites cicatrices. Tout comme le yoga du visage avec ton huile d'argan. Tu vois, tu peux faire du yoga du visage pour ton anti-âge et mettre ton huile d'argan, c'est encore mieux. Et on en parlera dans un prochain épisode de soins. Et dernière question, Caroline. Tu as une très belle peau. Merci. Alors, à quoi ressemble ta routine quotidienne à toi, vraiment ? Est-ce que tu es plutôt minimaliste ou tu es vraiment, au contraire, tu as une routine complexe où tu cumules plein d'actifs ? Est-ce qu'elle est 100% végétale ? Alors oui, elle va être 100% naturelle. Alors, j'ai une routine. Après, je suis une maman qui est pressée chaque matin, comme beaucoup d'entre vous, je suppose. Du coup, le matin, moi, hydrolat, spray d'hydrolat, c'est la base. Je mets pas d'eau sur ma peau le matin. Donc, hydrolat, je tourne en général. Parce que l'eau peut être un peu calcaire ou tout à fait. Assécher un peu. Le calcaire est un des premiers agresseurs de la peau. Donc, moi, j'ai toujours un spray d'hydrolat. Ça peut être la rose de Damas, ça peut être le géranium rosa ou l'hélicryse. En général, j'alterne ces trois. Et ensuite, je vais venir mettre un sérum à la vitamine C. J'ai 39 ans, je ne les fais pas, mais je les ai. Donc, non, tu ne les fais pas. Donc, un sérum à la vitamine C. Et ensuite, je mets une crème à la rose musquée que je vends dans mon herboristerie, qui est très bien et qui est avec une formulation clean. Et le soir, donc, je fais le double démaquillage, donc avec une huile démaquillante. On peut tout simplement utiliser la cire de jojoba, dont on parlait tout à l'heure, qui peut jouer ce rôle, mais sinon, j'ai une huile toute faite. Ensuite, là, pour le coup, je lave ma peau et j'ai un savon bio, exprès pour les peaux un peu atopiques aussi, petits boutons, on en a toujours, même à 39 ans. Et ensuite, je fais mon huile. Et donc là, je fais dans un petit flacon de 50 ml, je vous livre ma recette. Oh là là, en exclusivité. Et donc là, je mets tiers d'huile végétale. Donc je mets argan, rose musquée, jojoba. Voilà. Et dedans, je vais mettre 2 gouttes d'huile essentielle de cistelladanifère. Le ciste, c'est le tenseur. 2 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa pour l'odeur et parce que c'est une anticollagénase. Donc, collagénase sont ces enzymes qui dégradent tes fibres de collagène et donc pour maintenir ce côté, voilà. Et 2 petites gouttes d'huile essentielle d'hélicryse. L'hélicryse, on l'appelle aussi l'immortelle, celle qui ne fane jamais. Donc voilà, qui a aussi une action anti-âge. Et donc ça, c'est ma petite mixture à moi et donc pchit dans les mains et que j'applique sur le visage, le cou. Bien, merci infiniment, Caroline, pour tous tes conseils. Avec plaisir. On a bien compris que le monde des plantes regorge de bienfaits, mais qu'il faut savoir les utiliser avec précaution et donc prendre conseil auprès d'experts vraiment formés à ces sujets. Et d'ailleurs, on peut retrouver encore plus d'informations vraiment précises dans le livre d'Aromazone, donc publié par Aromazone, qui s'appelle Soins. Et toi, où est-ce qu'on peut continuer à te suivre toutes tes activités ? Alors, sur Instagram principalement, donc le compte Insta @CarolineGaillet. Il y a aussi le compte Instagram de l'herboristerie, Phytessence. Je suis au comptoir de mes herboristeries vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc, je suis trouvable là-bas ou joignable par téléphone. Tout le week-end ? Ouais.
Waouh. Et oui, et oui. Et après, bon, au cabinet, c'est difficile. J'ai un Doctolib qui est très, très vite rempli, qui est très prisé. Mais si on est patient, on arrive à avoir un petit rendez-vous. Voilà. Bon, merci pour tout. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de découvrir ou redécouvrir les soins par les plantes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Soins. En attendant, prenez soin de vous.